La salle de réunion était froide, tout en verre et en acier poli. Un lieu conçu pour les exécutions. Je me tenais au bout de la longue table. Mon reflet une image faible et fantomatique dans la baie vitrée donnant sur la Défense. En bas, Paris continuait sa course, indifférente. Mais dans cette pièce, le temps s'était arrêté. Face à moi était assis mon mari, Étienne. Son visage un masque d'incrédulité et de fureur. À ses côtés, les membres de son conseil d'administration. Des hommes à qui j'avais servi le café lors d'innombrables dîners mondains. Leurs expressions allaient de la confusion à l'hostilité pure et simple. Ils ne me connaissaient pas. Pas cette version de moi. En tout cas, ils ne connaissaient que l'épouse discrète et docile qui se tenait aux côtés de son mari. La femme en tailleur strict. Les cheveux tirés en arrière et l'expression d'un calme glacial. L'heure était une étrangère. Étienne rompit enfin le silence. Sa voix tendue par la rage. Qu'est-ce que c'est, Amélie? Une sorte de mauvaise plaisanterie? Je laissai un petit sourire froid effleurer mes lèvres. Il n'atteignit pas mes yeux. Je regardai chaque homme dans la pièce, soutenant leur regard un bref instant avant de finalement me poser sur Étienne. Parfois. Étienne, dis-je. Ma voix stable et claire, résonnant légèrement dans la pièce stérile. Les actifs les plus précieux sont ceux que l'on ne voit jamais. Mais cela, c'était le futur. Ou plutôt, un futur que j'étais sur le point de bâtir. 30 jours plus tôt, je n'étais encore qu'un fantôme dans ma propre maison. La lumière du soleil inondait notre hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine à travers les immenses fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. C'était une matinée magnifique, comme toutes les matinées de notre vie parfaitement orchestrée. Je posai une assiette de croissants frais et un café au lait devant mon mari. Étienne. Ses préférés. Il ne leva pas les yeux de son journal. Les Échos. Il ne le faisait jamais. Le café est prêt, dis-je doucement, ma voix absorbée par l'espace caverneux de notre cuisine, avec ses comptoirs en marbre brillant et ses appareils en acier inoxydable qui bourdonnaient d'une efficacité silencieuse. Il grogna en guise de réponse. Le froissement de la section financière étant la seule conversation que nous aurions. 20 ans. 20 ans de petit déjeuner exactement comme celui-ci. Le silence n'était plus gênant. C'était une langue que nous avions tous deux maîtrisée. Une épaisse couverture qui étouffait tous les mots qui auraient pu compter autrefois. Assise en face de lui, je sirotais mon propre café, mon regard dérivant vers la pelouse verdoyante à l'extérieur. Nous avions tout ce que l'on pouvait désirer. Une maison magnifique. La sécurité financière. Une place dans les hautes sphères de la société parisienne. Mais la maison était toujours silencieuse. Trop silencieuse. Mon esprit vagabonda. Comme souvent. Vers le début. Vers un petit 2 pièces dans le Marais. Avec de la peinture écaillée et des meubles dépareillés. Nous n'avions rien à l'époque. Sauf l'un l'autre. Je me souvenais de son rire. Comment il remplissait chaque recoin de ce petit espace. Amélie. Je t'aime. Me chuchotait-il la nuit. Ses bras m'enlaçant. Ses rêves se mêlant aux miens. Si je tais toi. Je n'ai besoin de rien d'autre au monde. Répondais-je. Et je le pensais de chaque fibre de mon être. Nous étions heureux. Vraiment heureux. Nous planifions notre avenir autour de vin de table et de pizza à emporter. Nous avions peint la chambre d'amis d'un jaune doux. Rêvant du jour où elle deviendrait une chambre d'enfant. Comment les appellerons-nous? Demanda-t-il un soir, traçant des motifs sur ma main. Si c'est un garçon. Peut-être Julien. Une fille. Chloé?
Nous désirions tous les deux des enfants si désespérément. C'était la seule chose qui manquait à notre tableau parfait. Mais une année passa. Puis 2. La chambre jaune resta vide. Sa couleur s'estompant lentement. Tout comme notre espoir. Les visites chez le médecin commencèrent. Les conversations à voix basse. Les examens invasifs. Il n'y a aucun problème avec vous, Madame Dubois, me dit le médecin avec un sourire rassurant après la première série de tests. Parfois, ces choses prennent juste du temps. Nous nous y sommes accrochés. Nous avons pris des vacances. Essayé de nous détendre. Fait tout ce qu'on nous disait de faire. Mais une autre année passa. Et toujours rien. La pression commença à monter. Un poids subtil mais constant. Elle venait de la mère d'Étienne, Éléonore, dont les appels hebdomadaires ressemblaient plus à des interrogatoires. Alors, des nouvelles. Amélie? Demandait-elle, sa voix dégoulinant de déception. Le devoir d'une femme est de perpétuer la lignée familiale. Mon Étienne mérite un héritier. Lors des réunions de famille, je sentais les regards apitoyés des proches. Les chuchotements me suivaient dans le couloir. On dit que c'est elle qui a un problème. Pauvre Étienne. Étienne aussi commença à changer. Ce ne fut pas soudain. C'était une lente érosion. Au début, il était encourageant. Ne t'inquiète pas, Amélie. Ce n'est pas ta faute. C'est peut-être le stress? Essaie de te détendre. Mais ses mots étaient gentils tandis que sa voix était teintée d'une lassitude que je ne pouvais ignorer. Son rire facile disparut, remplacé par une frustration maussade. L'espace entre nous dans notre lit king size s'élargissait chaque nuit. Après 5 ans, j'insistais pour que nous fassions de nouveaux tests. Tous les deux. Les résultats arrivèrent. Et le médecin nous fit asseoir avec une expression grave. Le problème ne venait pas de moi. Il venait de lui. Une faible numération de spermatozoïdes. Une mauvaise motilité. Le médecin l'expliqua en termes cliniques. Mais tout ce que j'entendis fut l'éclatement de la fierté de mon mari. Je vis l'expression sur le visage d'Étienne, la honte. La dévastation. Il ressemblait à un homme brisé. Ce soir-là, dans la voiture sur le chemin du retour, une décision se forma dans mon esprit. Une décision terrible et altruiste. Je pris sa main. Elle était froide et molle dans la mienne. Étienne, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. C'est moi. Le médecin a fait une erreur en lisant les dossiers. Il m'a rappelé. Le problème, c'est moi. Il me regarda, ses yeux cherchant les miens. Je soutins son regard, versant chaque once de fausse conviction que j'avais dans mon expression. Et il me crut. Peut-être parce qu'il voulait y croire. Peut-être parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Ce n'est pas grave, dit-il en me serrant dans ses bras. Ça ira. Juste nous deux. Il me tenait. Mais la chaleur avait disparu. J'avais sauvé sa fierté. Mais en faisant cela, j'avais endossé toute la culpabilité. J'étais devenue la femme défaillante. La raison de notre foyer vide. Et à partir de ce jour, il me traita comme tel. Les nuits tardives au bureau commencèrent peu après. C'était le travail, disait-il. Une grosse fusion? Un client exigeant. Je le crus. Au début. Puis vinrent les week-ends d'absence pour des séminaires d'entreprise. Le parfum léger et inconnu sur ses chemises quand il rentrait enfin. La façon dont il prenait des appels dans une autre pièce. Sa voix un murmure bas. Je trouvais la première vraie preuve après 8 ans de mariage.
Un SMS sur son téléphone. Laissé ouvert sur la table de nuit. Mon amour. La nuit sera trop longue sans toi. Je compte les heures. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Mon monde bascula sur son axe. J'aurais dû crier. J'aurais dû jeter des objets. J'aurais dû le confronter. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement reposé le téléphone où je l'avais trouvé et j'ai fait comme si je n'avais rien vu. Parce que dans mon esprit tordu et rongé par la culpabilité, je sentais que je le méritais. C'était ma faute. Je ne pouvais pas lui donner d'enfant. Alors il cherchait du réconfort ailleurs. J'étais l'épouse déficiente. C'était ma punition. Alors je suis restée. Pendant 12 ans de plus, je suis restée. J'ai joué le rôle de l'épouse parfaite et solidaire. J'organisais ses dîners d'affaires, souriais à ses collègues et gardais notre maison impeccable. J'avalais ma douleur et ma colère, les enfouissant si profondément que je pouvais presque oublier leur existence. Je suis devenue une experte du silence et du déni. Je les regardais devenir plus prospères, plus puissants et plus distants. L'homme dont j'étais tombée amoureuse avait disparu, remplacé par un étranger froid et arrogant qui partageait ma maison mais pas ma vie. Je suis devenue invisible. Un meuble coûteux. Nécessaire pour les apparences, mais autrement ignoré. Et je l'ai accepté. Je flottais à travers mes journées dans un brouillard silencieux de solitude. Finissant mon café, j'apportais ma tasse à l'évier. Étienne pliait son journal, se préparant à partir. « Je rentrerai tard ce soir ?» dit-il. Le dos tourné pendant qu'il ajustait sa cravate. « Ne m'attends pas. »« D'accord. » répondis-je à l'espace vide où il s'était tenu. Il était déjà parti. La porte d'entrée se referma. Et le silence se précipita à nouveau. Plus lourd qu'avant. Je restai là un long moment. Regardant la pelouse parfaitement verte. Sentant la douleur familière dans ma poitrine. C'était ma vie. Une belle cage vide. C'était notre 20e anniversaire de mariage aujourd'hui. Et il ne l'avait même pas mentionné. Je ne le savais pas encore. Mais le silence était sur le point d'être brisé. Pas par un cri, ni une dispute, mais par le tour d'une clé dans la serrure. Et tout, absolument tout, était sur le point de changer. Les premières 24 heures après leur départ furent les plus silencieuses de ma vie. Mais c'était un nouveau genre de silence. Pas le silence solitaire et oppressant auquel je m'étais habituée. C'était le silence calme et concentré d'un prédateur à l'affût. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise dans mon bureau caché. La lueur des moniteurs peignant mon visage de nuances de bleu et de vert. J'ai passé la nuit à orchestrer mon premier coup. Sur mon écran principal se trouvait le dossier maître d'Horizon Investissement. Il contenait chaque contrat, chaque clause, chaque correspondance entre ma société et celle d'Étienne. J'ouvris le dossier du projet, Porte de Seine. C'était son bébé. Un immense complexe de condominium de luxe de 50 millions d'euros qui devait être le joyau de sa carrière. Le projet qui lui avait valu sa promotion au poste de vice-président exécutif. Le projet pour lequel la ville avait déjà approuvé les modifications de zonage. Et pour lequel sa société avait déjà dépensé des millions en marketing et en études préliminaires. Et tout cela était construit sur une fondation de 3 parcelles de terrain clés. Mon terrain. Je fis défiler jusqu'à la section 14 du contrat. Clause 14. B. La clause de résiliation. C'était une clause standard? Le genre de choses que les avocats insèrent et que personne ne s'attend jamais à utiliser. L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord sans motif avec un préavis écrit de 30 jours. Une mèche de 30 jours. C'était parfait.
Assez de temps pour que la panique monte. Pour que les dégâts deviennent irréversibles. Je passai le reste de la nuit à planifier la séquence. Un projet à la fois. Une démolition régulière et implacable. Au moment où le soleil commença à se lever, jetant une douce lueur rose sur les pelouses entretenues de Neuilly, mon plan était en place. Je ne ressentais aucun remords. Aucune hésitation. Il avait brûlé le pont de notre mariage. Et maintenant j'allais saler la terre où il se trouvait autrefois. Lundi matin, à 9 heures précises, je passai l'appel. Je n'utilisais pas mon téléphone personnel, mais une ligne sécurisée et cryptée de mon bureau. Maître Chen, dis-je lorsque mon avocat répondit. Il ne me connaissait que comme la voix désincarnée et autoritaire de la propriétaire d'Horizon. Il n'avait jamais vu mon visage. Bonjour. Comment puis-je assister Horizon aujourd'hui? Sa voix était nette, professionnelle. Veuillez rédiger un avis de résiliation pour le contrat porte de scène avec Davenport Développement? Dis-je. Ma voix stable. Citez la clause 14. B. Je veux qu'il soit livré par coursier à leur service juridique dans l'heure. Aucune autre explication ne doit être donnée. Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil. Compris, dit-il. Sans la moindre surprise. Il était grassement payé pour sa discrétion et son efficacité. Y a-t-il autre chose? Pas pour le moment. Dis-je. Je vous recontacterai. Je raccrochai. Le premier domino avait été poussé. Puis, je fermai mon bureau secret, retournai dans la maison principale et commençai à jouer mon rôle. J'allai au garage et rapportai une pile de cartons vides. Je commençai par le salon, enlevant les photos de la cheminée. Nous lors de notre lune de miel en Italie. Souriant et jeune. Nous à un gala d'entreprise. Lui l'air fier. Moi l'air consentante. J'emballai chacune d'elles soigneusement dans du papier de soie et la plaçai dans une boîte. Ce n'était pas triste. C'était comme archiver une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Le téléphone de la maison sonna vers 11 heures. Je le laissai aller à la messagerie vocale. Je savais déjà qui ce serait. Étienne. Ou quelqu'un de son bureau. Appelant dans une panique aveugle. Je continuai à emballer. Un rythme lent et délibéré dans mes mouvements. C'était ma scène. Et je devais jouer mon rôle d'épouse au cœur brisé et rejeté à la perfection. Étienne rentra tard cette nuit-là. Bien après minuit. J'étais dans la chambre, faisant semblant de dormir. Je l'entendis entrer en trombe par la porte d'entrée. Il ne monta pas. Il alla directement à son bureau et claqua la porte. Je pouvais entendre sa voix étouffée. Vive et en colère. À travers le bois épais. Comment ça? Ils ne veulent pas prendre mon appel? Aucune raison? Il doit y avoir une raison. Un contrat de 50 millions d'euros ne disparaît pas comme ça. Découvrez qui possède Horizon. Peu importe ce que ça coûte. Creusez. Je veux un nom d'ici demain matin. Je restais allongé dans le noir. Un petit sourire sur mon visage. Laisse-le creuser. Il ne trouverait rien. Mon identité était enterrée sous des couches de sociétés écrans et de pare-feu juridiques. Il était un fantôme chassant un fantôme. Le lendemain, mardi, j'envoyai le deuxième avis. La Tour Ouest. Un immeuble de bureaux de 40 étages. Un autre de ses projets phares. Un autre pilier de son empire réduit en poussière. Il rentra plus tôt ce soir-là. L'air pâle et hagard. Il me trouva dans la cuisine, en train d'étiqueter une boîte de livres de cuisine. Il jeta sa mallette sur le comptoir avec un bruit sourd qui me fit sursauter. « Qu'est-ce que tu regardes » lança-t-il.
Ses yeux injectés de sang par le stress et le manque de sommeil. Rien, dis-je doucement, en gardant la tête baissée. Tu m'as juste surprise. Bien sûr, ricana-t-il, sortant une bouteille de whisky du placard et se servant un grand verre. Évidemment. Tu es juste là, à emballer tes petites boîtes dans ton petit monde parfait, pendant que je suis dehors à essayer d'empêcher mon entreprise d'imploser. L'injustice de ses paroles était si profonde qu'elle en était presque comique. Il m'accusait d'être détaché de la crise même que j'orchestrais. L'ironie était exquise. Je suis désolé que tu passes une mauvaise journée. Étienne, dis-je. Ma voix douce et compatissante. Ma sympathie sembla l'enrager davantage. Tu es désolé? Rit-il. Un son amer et dur. Tu n'en as aucune idée. Tu n'as jamais eu la moindre idée de ce qu'il faut pour construire quelque chose. Pour se battre pour quelque chose. Tu as passé 20 ans à vivre de mon dur labeur. Et tu as le culot de me dire que tu es désolé. Il but une longue gorgée de son whisky. Ses jointures blanches alors qu'il serrait le verre. Reste juste en dehors de mon chemin. Amélie. J'ai assez de problèmes sans avoir à regarder ton visage triste. Il se tourna et se retira dans son bureau, claquant à nouveau la porte derrière lui. Je restai seul dans la cuisine. L'odeur de sa colère et du whisky cher flottant dans l'air. Je regardais mes mains. Elles étaient stables. Ces mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Ce n'étaient que les grognements désespérés d'un animal piégé. Un animal qui ne réalisait pas encore que la cage dans laquelle il se trouvait avait été construite par la seule personne qu'il n'avait jamais vue comme une menace. Je repris mon marqueur et écrivis « livre de cuisine » sur le côté de la boîte en lettres nettes et claires. Puis je passai à la suivante. Il y avait encore tant de choses à emballer. Et tant d'autres à détruire. Mercredi apporta le 3e avis de résiliation. Pour un vaste complexe commercial de banlieue. Jeudi. Ce fut un projet de développement mixte près du vieux port de la ville. Vendredi. En guise de touche finale pour clore la semaine, je rompis le contrat du parc industriel Nord. À la fin des heures de bureau le vendredi. 5 de ses projets les plus importants, d'une valeur combinée de plus de 100 millions d'euros, s'étaient évaporés. La nouvelle commençait à fuiter. Des chuchotements dans les chroniques financières. Des rumeurs sur les blogs de l'industrie. Davenport Développement rencontre un obstacle majeur. Un mystérieux propriétaire foncier met fin à des projets clés. L'action de la société, qui était en hausse constante depuis 2 ans, commença à faiblir. Elle chuta de 5% le jeudi. De 8 autres le vendredi. L'atmosphère dans la maison devint toxique. Étienne était un nuage d'orage, de rage et d'anxiété. Il faisait les 100 pas dans les couloirs la nuit. Son téléphone collé à l'oreille. Sa voix un grognement bas et furieux. Il mangeait à peine. Il buvait constamment. Il me regardait avec une sorte de mépris absent. Comme si ma simple présence était une insulte à l'ampleur de sa crise. Et je continuais à jouer mon rôle. J'emballais. Je nettoyais. Je lui offrais de la nourriture qu'il ne mangerait pas et un réconfort qu'il rejetterait. J'étais un fantôme dans la machine de sa destruction. Et il ne soupçonna jamais ma main aux commandes. La 2e semaine commença. Lundi. Le 6e avis fut envoyé. La communauté résidentielle du bois de Vincennes. Celui-ci était différent. Celui-ci le blessait personnellement. C'était un projet passion. Une communauté fermée haut de gamme qu'il avait conçue lui-même. Nommée d'après un endroit que nous avions visité lors de vacances heureuses. Au début de notre relation. Voir l'avis rédigé avec ce nom dessus me donna une brève et vive pointe de quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Mais je la repoussai.
L'homme qui avait partagé ce souvenir avec moi était parti depuis longtemps. Ce n'était que des affaires. Ce soir-là, j'étais dans le dressing principal, pliant ses pulls dans une boîte à envoyer à son nouvel appartement, quand il entra en titubant dans la pièce. Il était ivre. Sa cravate de travers. Son visage rouge. « Qu'est-ce que tu fais ?» bafouilla-t-il, pointant un doigt tremblant vers la boîte. « Ne touche pas à mes affaires. Je les emballe juste pour toi, » dis-je calmement, sans le regarder. « Pour qu'elles soient prêtes quand tu déménageras. »« Je ne vais nulle part ?» dit-il, sa voix s'élevant. « C'est ma maison. » Étienne, c'est toi qui as demandé le divorce ? Lui rappelai-je doucement. C'est toi qui commences une nouvelle vie avec Chloé et ton fils. Le mot « fil » sembla le dégriser légèrement. Il passa une main dans ses cheveux en désordre. Le divorce. C'est vrai. Je ne peux pas m'occuper de ça maintenant. Il me regarda. Et pour la première fois depuis longtemps, il y avait autre chose que de la colère ou de l'indifférence dans ses yeux. C'était une peur brute. Désespérée. Amélie. J'ai des problèmes, murmura-t-il. L'aveu sembla lui coûter tout ce qu'il avait. L'entreprise. Elle s'effondre. Je ne sais pas pourquoi. Cette société. Horizon. Ils sont sortis de nulle part. Et maintenant ils essaient de me ruiner. J'arrêtai de plier. Je me tournai pour lui faire face. Mon expression un masque de préoccupation soigneusement construit. Te ruiner ? Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire ça ? Je ne sais pas. Cria-t-il. Sa frustration débordant à nouveau. Je ne trouve pas la moindre information sur eux. C'est comme s'ils n'existaient pas. Mais ils possèdent la moitié de la ville. Et ils retirent tous les contrats. Le conseil d'administration devient fou. Les investisseurs menacent de poursuivre. Tout ce que j'ai construit. C'est tout. Il ne put finir la phrase. Il s'affaissa sur le bord du lit et enfouit son visage dans ses mains. Une partie de moi. Une petite partie stupide qui se souvenait encore du garçon que j'avais épousé. Ressentit une lueur de pitié. C'était pathétique. De voir cet homme puissant s'effondrer. Mais je me suis souvenu du visage suffisant de Chloé. Je me suis souvenu des mots, mon fils. Je me suis souvenu de 20 ans de petits déjeuners silencieux et de nuits solitaires. La pitié mourut aussi vite qu'elle était venue. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Étienne, dis-je. Ma voix douce. Tu le fais toujours. Ma confiance en lui sembla être la chose la plus cruelle que j'aurais pu dire. Il leva les yeux, remplis d'un vide terrifiant. Et si je ne peux pas ? demanda-t-il. Sa voix à peine audible. Et si c'est la fin ? Je n'avais pas de réponse pour lui. Je retournai simplement à mon emballage. Le silence s'étira entre nous. Épais de tout ce qu'il avait fait et de tout ce que j'étais sur le point de faire. Le lendemain, mardi, je portai le coup de grâce. Le 7e et dernier contrat. La place du centre-ville. Un projet massif et emblématique qui devait commencer l'année prochaine. Avec cet avis. Tous les partenariats entre Horizon Investissement et Davenport Développement étaient officiellement résiliés. 150 millions d'euros de projet. Partis en fumée. Les fondations de son entreprise avaient été systématiquement, complètement et irrévocablement démolies. Les retombées furent immédiates et catastrophiques. À midi, l'action de la société avait chuté de 40%. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Les chaînes d'information financière s'emparèrent de l'histoire. Davenport Développement était en chute libre.
Et puis, les choses empirèrent pour lui. Comme par un fait exprès, l'univers décida de remuer le couteau dans la plaie. Un rapport fut publié prévoyant une flambée massive et sans précédent du coût des matières premières acier, bois, béton en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Même s'il avait pu sauver ses projets, il ne pouvait plus se permettre de les construire. La dernière pièce du piège se referma cet après-midi-là. Je reçus une alerte du service de surveillance financière que j'utilisais. Le principal créancier de son entreprise, une grande banque nationale, avait officiellement abaissé sa cote de crédit. Il était temps. Je passai un autre appel à mon avocat. Maître Chen. Bonjour. Dis-je. Madame. Répondit-il. J'attendais votre appel. Le marché est en plein chaos. En effet. Confirmai-je. Je crois qu'une certaine banque pourrait s'inquiéter de son exposition à Davenport Développement. Je veux que vous commenciez à racheter leurs dettes. Il y eut une autre pause sur la ligne. C'était un mouvement d'un autre genre. Plus agressif. Plus personnel. Racheter leurs dettes ? Répéta-t-il prudemment. Oui. Toutes leurs dettes. Utiliser les comptes offshore. Je veux devenir leur plus grand créancier. Discrètement. Cela pourrait représenter une dépense considérable, nota-t-il. Je regardai mon indicateur de valeur nette sur l'écran. Je peux me le permettre, dis-je. Très bien, dit-il. Considérez que c'est fait. Je n'étais plus seulement le fantôme qui lui avait enlevé ses jouets. J'étais sur le point de devenir le monstre sous son lit. Celui qui possédait son entreprise, son avenir, sa dette. Celui qui tenait les ficelles. Ce soir-là, la maison était vide quand j'eus fini d'emballer la dernière boîte. Étienne ne rentra pas. Sa secrétaire m'appela vers 20h. La voix tendue. Madame Davenport ? Je suis vraiment désolé de vous déranger. Monsieur Davenport est-il là ? Non. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Dis-je. Oh. Dit-elle. Sa voix baissant. Il a manqué la réunion d'urgence du conseil d'administration cet après-midi. Il ne répond pas à son téléphone. Nous sommes tous très inquiets. Je vois. Dis-je. Eh bien. S'il rentre, je lui dirai que vous avez appelé. Je raccrochai. Il fuyait. Se cachait. Il ne pouvait pas faire face au désastre qu'il croyait lui être tombé dessus. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Car où qu'il aille, il fuirait devant moi. Et j'étais partout. Pendant 2 jours, Étienne fut un fantôme. Sa voiture resta dans le garage de l'entreprise. Son bureau était sombre. Et son téléphone allait directement sur la messagerie vocale. La panique chez Davenport Développement atteignit son paroxysme. Avec leur PDG porté disparu et leur portefeuille de projets complètement anéanti, l'entreprise perdait de l'argent et de la crédibilité à une vitesse folle. Le conseil d'administration était en état d'urgence permanent, essayant de rassurer les investisseurs avec des promesses qu'ils ne pouvaient manifestement pas tenir. Pendant ce temps, je me déplaçais dans la maison vide comme une conservatrice préparant une exposition pour sa fermeture. J'organisais l'arrivée des déménageurs. Je remplis les formulaires de changement d'adresse. Je démêlais méthodiquement ma vie de la sienne. Un processus qui ressemblait moins à un divorce qu'à une restructuration d'entreprise. Pendant ce temps, mon équipe financière, sous la direction de Maître Chen, travaillait avec une efficacité silencieuse et impitoyable. Le jeudi après-midi. Horizon Investissement.
par le biais d'une série d'entités offshore anonymes, avait acquis plus de 60% de la dette impayée de Davenport Développement auprès des banques nerveuses. J'étais maintenant, à toutes fins utiles, le créancier d'Étienne. Son maître. Il réapparut finalement le vendredi matin. Pas à la maison, ni au bureau. Il fit surface à l'immeuble de luxe de Chloé, celui qu'il payait avec l'argent de l'entreprise. Un fait que je connaissais depuis des mois grâce au détective privé que j'avais engagé. Il ressemblait à un homme qui avait été traîné en enfer. Les paparazzi, sentant le sang, campaient à l'extérieur, et une photo de lui apparut en ligne presque instantanément, mal rasé, portant le même costume froissé depuis 3 jours, les yeux exorbités d'un air de bête traquée. Il ne resta pas longtemps. Apparemment, Chloé n'était pas aussi accueillante envers un homme ruiné qu'elle l'avait été envers un dirigeant triomphant. Le concierge de son immeuble était un homme bavard, surtout lorsqu'un billet de 100 € bien net était en jeu. Il raconta à mon enquêteur qu'il avait entendu des cris. La voix de Chloé, aiguë et stridente, résonnant dans le hall en marbre. Des mots comme « inutile »,« échec » et « comment as-tu pu laisser faire ça ?» furent entendus avant qu'Étienne ne soit vu sortant en trombe, le visage un masque orageux d'humiliation. Il ne lui restait plus beaucoup d'endroits où fuir. Alors il est rentré à la maison. J'étais dans la cuisine, essuyant une dernière fois les comptoirs propres, quand il entra. Le voir fut un choc. Il paraissait 10 ans de plus qu'une semaine auparavant. L'arrogance avait disparu, remplacée par un affaissement défaitiste de ses épaules. Il avait l'air complètement brisé. Il laissa tomber ses clés sur le comptoir. Le cliquetis anormalement fort dans la maison silencieuse. C'est fini. Amélie, dit-il. Sa voix un murmure rauque. Il ne me regardait pas. Il fixait le marbre brillant comme s'il contenait les réponses de l'univers. Tout est parti. J'arrêtai d'essuyer et me tournai vers lui. Mon expression d'une neutralité tranquille. Que s'est-il passé, Étienne ? Demandai-je, comme si je ne connaissais pas chaque détail dévastateur. Il laissa échapper un rire creux. Ce qui s'est passé ? Une bombe a explosé. Une bombe nucléaire. Et j'étais au point zéro. Il me regarda enfin, ses yeux implorant quelque chose. De la sympathie ? L'absolution ? Je n'avais rien de tout cela à offrir. Ils me virent. Le conseil d'administration. Il invoque la clause de moralité. La clause de moralité ? Demandai-je en feignant l'ignorance. Les dépenses pour l'appartement de Chloé. Les cadeaux. Les voyages. Ils ont tout trouvé. Quelqu'un a fuité mes notes de frais à tout le conseil. Il secoua la tête. Incrédule. Ils disent que j'ai détourné des fonds de l'entreprise. Ils s'en servent pour me pousser dehors. Pour faire de moi le bouc émissaire de tout ce désastre horizon. Quelqu'un a fuité. Pensais-je. Oui. Quelqu'un l'a fait. Mon enquêteur avait été très minutieux. Il s'effondra sur une chaise de cuisine. La même où il s'asseyait chaque matin en m'ignorant. Je n'ai plus rien ? Dit-il. La voix brisée. Les stock options ne valent rien. Mon indemnité de départ est partie. Chloé. Elle m'a dit de partir. Il leva les yeux vers moi. Son visage une ruine d'apitoiement. Amélie. Je n'ai nulle part où aller. C'était le moment. Le moment de sa reddition complète. Il était dépouillé de son pouvoir, de son argent, de sa maîtresse, de sa fierté. Tout ce qui lui restait, c'était moi. L'épouse qu'il avait jetée comme un déchet.
Il me regardait comme son dernier et unique espoir. Le divorce. Commença-t-il? La voix tremblante. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait ralentir les choses? Juste le temps que je me remette sur pied. L'appartement que tu allais prendre. Je ne peux plus me le permettre. Nous devons le vendre. Nous devons tout vendre. Je restais silencieuse. Le laissant parler? Le laissant creuser sa propre tombe un peu plus profondément. S'il te plaît. Amélie. Supplia Théil. Sa voix tombant à un murmure pathétique. Il tendit la main à travers la table, essayant de prendre la mienne. Mais je la retirai. 20 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Non. Nous sommes une équipe. Nous avons toujours été une équipe. Aide-moi. Nous pouvons traverser ça ensemble. L'hypocrisie était si stupéfiante qu'elle m'en coupa presque le souffle. Une équipe. Il ne nous avait pas considérés comme une équipe quand il couchait avec Chloé. Il ne nous avait pas considérés comme une équipe quand il l'avait amenée. Enceinte. Dans notre maison le jour de notre anniversaire. Il ne voulait une équipe que maintenant que son camp avait perdu de manière si spectaculaire. Je le regardais. Cet étranger avec le visage de mon mari. Et je ne ressentis rien d'autre qu'un vide froid et clair. L'amour que j'avais autrefois pour lui était mort depuis des années. Ce qui l'avait tué la semaine dernière? C'était le dernier fantôme persistant de mon obligation. Non. Étienne? Dis-je. Ma voix calme et finale. Elle trancha son divaguer désespéré comme un éclat de verre. Il se figea. La bouche légèrement ouverte. Non. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Je veux dire non. Répétai-je. En articulant chaque mot. Je ne t'aiderai pas. Je ne ralentirai pas le divorce. Je ne te donnerai pas un seul centime. Nous ne sommes pas une équipe. Tu t'en es assuré il y a très longtemps. Il me fixa. Son esprit luttant clairement pour traiter ce que je disais. Ce n'était pas l'Amélie qu'il connaissait. L'Amélie qu'il connaissait était douce, docile, indulgente. Elle se serait précipitée à ses côtés, désireuse de panser ses blessures, reconnaissante de la chance d'être à nouveau nécessaire. Il me regardait, mais il ne me voyait pas. Tu ne comprends pas. Balbutia-t-il en secouant la tête. Je serai ruiné. Je n'aurai rien. Ils vont exiger le remboursement de mes prêts. La dette de l'entreprise. La banque prendra tout. Oui. Dis-je. Ils le feront. Un petit sourire froid effleura mes lèvres. Ou plutôt. Je le ferai. Il fronça les sourcils. Confus. De quoi parles-tu? C'était le moment. L'aboutissement d'une décennie de travail secret et d'une quinzaine de jours de vengeance ciblée. Il était temps de lever le rideau. Je sortis de la cuisine et entrai dans le couloir. Vers mon bureau autrefois secret. Je ne regardai pas en arrière pour voir s'il suivait. Je savais qu'il le ferait. J'ouvris la porte et entrai. Allumant les lumières principales. Il s'arrêta sur le seuil. La mâchoire pendante de stupéfaction. Il regardait la batterie de moniteurs. Les flux de données financières. Les cartes de la ville superposées avec les lignes de propriété. C'était comme un centre de contrôle de mission. Un monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Caché juste sous son nez. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. Les yeux écarquillés. Je m'assis dans mon fauteuil en cuir. Le siège de mon pouvoir. Et pivotai pour lui faire face. Ceci. Étienne. Dis-je.
Ma voix résonnant d'une force qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Est l'endroit où ta carrière est née. Et où elle est venue mourir. Je cliquai sur un bouton de mon clavier. Le moniteur central s'anima, affichant le logo d'une entreprise qu'il connaissait trop bien. Horizon Investissement. Dis-je doucement. Bienvenue au siège social. Étienne fixa le logo sur l'écran. Son visage une toile d'horreur naissante. Le nom pulsait d'une douce lumière numérique. Se moquant de lui. Il regarda de l'écran à moi. Puis de nouveau à l'écran. Son esprit refusant de relier les deux points impossibles. Horizon ? Souffla-t-il. Le mot à peine un murmure. Non. Ce n'est pas possible. Toi. Moi. Confirmai-je. Ma voix aussi froide et dure que les cadres en acier des moniteurs. Depuis 2 ans, j'ai été ton associée silencieuse et la plus essentielle. Chaque bien immobilier de premier choix que tu as intelligemment acquis. Chaque contrat qui a fait de toi une star dans ton entreprise. C'était moi. Je t'ai vendu les terrains. J'ai posé les fondations de ton succès. Je t'ai servi toute ta carrière sur un plateau d'argent. Et tu étais si aveuglé par ta propre arrogance que tu n'as jamais pensé à demander d'où cela venait. Il recula d'un pas. Comme si mes mots étaient une force physique. Il s'agrippa au cadre de la porte pour se soutenir. Ses jointures blanches. Pourquoi ? S'étrangla-t-il. Pourquoi ferais-tu ça ? Faire quoi ? Étienne ? Demandai-je en me penchant en avant dans mon fauteuil. T'aider ? Ou te détruire ? Au début, je t'aidais. Peut-être par un sentiment de loyauté mal placé et persistant. Je me disais que si tu réussissais, peut-être serais-tu heureux. Et si tu étais heureux, peut-être te souviendrais-tu de l'homme que tu étais. L'homme que j'ai épousé. Je laissai échapper un rire court et amer. J'étais une idiote. Le succès ne t'a pas rendu heureux. Il t'a juste rendu plus cruel. Plus méprisant. Il a nourri les pires parties de toi. Tu as pris tout le crédit. Tu t'es délecté de la gloire. Et tu m'as traité comme si j'étais un meuble dans la maison que j'avais payée. Son visage était cendré. Le sang s'en était retiré, laissant derrière lui un masque pâle et en sueur de terreur. La maison. Oh. Oui. Dis-je en faisant un geste autour de nous. Cette maison ? Les voitures ? L'adhésion au country club ? Tes costumes chers et le petit nid douillet de Chloé en ville ? Tu penses que ton salaire payait tout ça ? Ton salaire était une goutte d'eau dans l'océan. Depuis 5 ans. Tu vis un style de vie financé par mes investissements. Tu n'étais pas le pourvoyeur, Étienne. Tu étais le bénéficiaire. Il était sans voix, secouant la tête dans un état de déni catatonique. J'avais bouleversé toute sa réalité. Le cœur même de son identité, l'homme puissant et prospère qui subvenait aux besoins de sa femme simple et dépendante, avait été un mensonge. Et puis, continuai-je, ma voix tombant à un niveau dangereusement bas. Tu l'as amené ici. Dans ma maison. Le jour de notre 20e anniversaire. Tu t'es tenu dans ce salon et tu m'as offert 3 millions de mon propre argent pour disparaître. Afin que tu puisses commencer une nouvelle vie avec ta petite parasite enceinte. Mes yeux se plantèrent dans les siens. Tu n'as pas seulement demandé le divorce, Étienne. Tu as déclaré la guerre. Tu n'as juste pas réalisé que ton ennemi était celui qui tenait toutes les armes. Il trouva enfin sa voix. Un râle étranglé et désespéré. C'est toi qui as fait tout ça ? Les contrats. L'action. La banque. C'était toi depuis le début ? Chaque parcelle. Confirmai-je. Je t'ai construit. Et je t'ai démoli.
Je possède ta dette. Ce qui signifie, à toute fin pratique, que je possède ce qu'il reste de ton entreprise. Je te possède. Il glissa le long du cadre de la porte, s'effondrant sur le sol en un tas d'ambitions vaincues. Il paraissait petit. Pathétique. Toute la puissance et la vantardise qu'il avait portée pendant 2 décennies avaient été arrachées, ne laissant rien d'autre qu'un homme creux et terrifié. Mais je n'avais pas fini. Il y avait un autre secret. Le mensonge originel. Celui par qui tout avait commencé. Tu sais. Pour tout ça, dis-je en désignant les écrans qui représentaient mon empire financier. Pour toute la planification complexe et les mouvements stratégiques. Le mensonge le plus douloureux était aussi le plus simple. Je me levai et me dirigeai vers un classeur verrouillé dans le coin de la pièce. Je fis tourner la serrure à combinaison et ouvris un tiroir. Je plongeai la main à l'intérieur et en retirai une seule enveloppe épaisse. Elle était scellée. Le nom d'une clinique de fertilité renommée imprimé dans le coin. Elle était datée de 15 ans. Qu'est-ce que c'est ? Marmonna-t-il du sol ? Sa voix à peine audible. C'est la vérité. Dis-je en revenant et en laissant tomber l'enveloppe sur ses genoux. Quelque chose avec quoi tu n'es plus familier depuis très longtemps. Il tâtonna avec le seau. Ses doigts tremblants luttant pour l'ouvrir. Il sortit la liasse de papier. Ses yeux parcoururent la première page. Un résumé des résultats médicaux. Je vis son visage passer de pâle à blanc fantomatique. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'entr'ouvrit. Il le lut à nouveau. Puis une 3e fois. Comme si les mots étaient dans une langue étrangère qu'il ne pouvait comprendre. Non. Murmura-t-il. Le son un halètement étranglé. Non. Ça dit. Ça dit que le problème n'a jamais été moi. Étienne. Finis-je pour lui. Ma voix dénuée de toute émotion. C'était toujours toi. Azoospermie. Un diagnostic clinique d'infertilité masculine totale. Le médecin a dit que tes chances de concevoir un enfant naturellement étaient de 0. Absolument. Sans équivoque. 0. Il leva les yeux vers moi. Ses yeux hurlant une question qu'il ne pouvait se résoudre à poser. Je répondis quand même. J'ai menti. Ce jour-là. Il y a 15 ans. J'ai vu l'expression sur ton visage. J'ai vu ton ego pathétique et fragile voler en éclats. Et j'ai pris une décision. J'ai endossé la faute. Je t'ai laissé croire que j'étais la défaillante. L'échec. J'ai porté ce fardeau pendant 15 ans. Étienne. Je t'ai laissé. Toi. Ta mère et le monde entier me blâmer. Me faire honte et m'apitoyer sur mon sort. Tout ça pour te protéger d'une vérité que tu étais trop faible pour supporter. La dernière pièce de son monde s'effondra en poussière. Non seulement il n'était pas le pourvoyeur puissant, mais il n'était même pas l'homme viril qu'il pensait être. Il n'était rien. Une fraude. Un mensonge construit sur un autre mensonge. Alors ça veut dire... balbutia-t-il. Son regard devenant lointain. Flou. Chloé. Le bébé. Mon fils. Ce n'est pas ton fils. Étienne. Dis-je. Les mots tombant comme des pierres dans la pièce silencieuse. Il ne peut pas l'être. Elle t'a pris pour un imbécile. Comme tout le monde. Elle a trouvé un homme riche. Arrogant et désespérément peu sûr de lui qui voulait un héritier. Et elle lui a servi une histoire qu'il était désespéré de croire. Tu n'étais pas un futur père? Tu étais juste un pigeon. Un son terrible et guttural s'échappa de sa gorge, un son de désespoir profond et absolu. Il serra le rapport médical contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une blessure mortelle. Toute sa vie. Chaque succès qu'il avait revendiqué.
Chaque justification de sa cruauté, chaque espoir qu'il avait pour l'avenir, venait d'être exposé comme une fiction complète et totale. Il m'avait trahi. Rejeté. Pour un mensonge. Pour un enfant qui n'avait jamais été le sien. Pour un avenir qui ne pouvait exister. Il se mit à sangloter. Pas des larmes silencieuses de remords, mais des hurlements convulsifs et animaliers d'un homme qui avait tout perdu. Surtout lui-même. Il était un roi qui venait de découvrir que son royaume était fait de sable. Sa couronne de papier et sa lignée une fraude. Je regardais l'homme brisé sur le sol de mon bureau secret. L'homme qui m'avait causé 2 décennies de douleurs silencieuses. Je m'attendais à ressentir un sentiment de triomphe. Une vague de satisfaction victorieuse. Mais je ne ressentis rien. Juste un vaste calme vide. Ma vengeance était complète. Elle n'était pas bruyante ou explosive. Elle était silencieuse, systématique et totale. Et maintenant? C'était fini. Les déménageurs seront là demain matin. Étienne? Dis-je. Ma voix tranchant à travers ses sanglots. Je te suggère de trouver un autre endroit où dormir ce soir. Je lui tournai le dos. Sortis du bureau et fermai la porte sur les ruines de mon mari et de mon mariage. Les déménageurs arrivèrent à 9h le lendemain matin. Comme prévu. C'était une équipe d'hommes efficaces et silencieux qui se déplaçaient dans la maison avec une aisance professionnelle, emballant les meubles et empilant les cartons. Je les dirigeais avec un calme qui me semblait à la fois étranger et profondément naturel. Je perdais une peau. Une vie. Une accumulation de 20 ans de choses qui n'avaient jamais vraiment été miennes. Étienne était parti. Quand je m'étais réveillée à l'aube, la porte de mon ancien bureau était entr'ouverte. Il avait laissé le rapport médical sur le sol où il s'était assis. Un témoignage froissé de sa réalité brisée. Je ne savais pas où il était allé. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je découvris que je m'en fichais. Sa localisation, son bien-être, son existence même, n'était plus ma préoccupation. Le cordon invisible qui m'avait lié à lui pendant 2 décennies avait enfin été coupé. À mesure que la maison se vidait, ces pièces caverneuses se mirent à résonner. Les fantômes du passé semblaient s'estomper avec le retrait de chaque chaise, chaque table, chaque tableau. En fin d'après-midi, la maison était une coquille vide, remplie seulement de lumière du soleil et de souvenirs que j'étais prête à laisser derrière moi. Je fis un dernier tour, mais pas résonnant sur les parquets nus. Je me tins dans le hall où il avait amené Chloé. Dans le salon où il avait exigé le divorce. Dans la cuisine où il m'avait si souvent ignoré. Il n'y avait pas de tristesse. Juste un profond sentiment de libération. Comme l'expiration finale d'une respiration que j'avais retenue pendant 20 ans. Je laissai les clés sur le comptoir en marbre propre. Sortis par la porte d'entrée et ne regardai pas en arrière. Le divorce fut rapide et silencieux. Avec les preuves de son infidélité. De son détournement de fonds d'entreprise et de la montagne de dettes à laquelle il faisait face. Étienne n'avait aucune base pour contester quoi que ce soit. Il signa les papiers sans un mot. Sa signature un gribouillis faible et tremblant. Je ne demandai ni pension alimentaire ni aucun de ses biens personnels restants. Je n'en avais pas besoin. Je repris mon nom de jeune fille Amélie Sterling, un nom qui semblait solide et réel. Un nom qui était entièrement le mien. Je ne suis pas restée à Paris. Le Penthouse qu'il m'avait offert en guise de lot de consolation me paraissait souillé. Je l'ai vendu. Ainsi que l'hôtel particulier de Neuilly. Que je contrôlais désormais en tant que sa principale créancière. J'ai liquidé la plupart de mes biens immobiliers dans la région par le biais d'Horizon. Encaissant au sommet du marché que j'avais contribué à créer. Je suis parti avec une fortune qui était, à tous points de vue, stupéfiante. Mais l'argent n'était pas le prix. Le prix,
C'était la liberté. J'ai déménagé sur la Côte d'Azur, dans une ville connue pour son art de vivre et sa culture tournée vers l'avenir. J'ai acheté une villa moderne et minimaliste perchée sur les collines, avec des murs de verre qui surplombaient l'étendue infinie de la Méditerranée. Le silence ici était différent. Ce n'était pas le silence vide et solitaire de mon ancienne vie. C'était un silence paisible, expansif, rempli du son du vent et du cri lointain des mouettes. Pendant les 6 premiers mois, je n'ai rien fait. J'ai lu des livres. J'ai marché sur la plage. J'ai appris à cuisiner des plats complexes et savoureux pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. J'ai renoué avec de vieux amis d'université. Des gens qui m'avaient connue sous le nom d'Amélie Sterling. La brillante et ambitieuse étudiante en économie. Avant que je ne me sois submergée dans le rôle de l'épouse d'Étienne. C'était un processus de redécouverte. De retrouver la personne que j'avais été avant de me perdre. Mais je n'étais pas faite pour l'oisiveté. Le même esprit qui avait démêlé les complexités de la crypto-monnaie et des marchés immobiliers avait besoin d'un nouveau défi. J'ai vu une lacune sur le marché. Le monde de la haute finance était encore très majoritairement masculin. Un monde où les femmes étaient souvent traitées avec condescendance ou ignorées. Je savais d'expérience ce que c'était que d'être sous-estimée. Et je savais comment transformer cela en super-pouvoir. J'ai utilisé une partie de mon capital pour créer une nouvelle entreprise. Pas une entité obscure et anonyme comme Horizon, mais une entreprise brillante, transparente et audacieuse. Je l'ai appelée Phoenix Conseil. Le nom semblait juste. Un symbole de renaissance des cendres. Notre mission était simple, autonomiser les femmes par la littératie financière et l'investissement stratégique. Nous fournissions du capital risque pour les startups fondées par des femmes. Offrions des services de gestion de patrimoine adaptés aux femmes. Et organisions des ateliers sur tout. De la budgétisation de base au trading de produits dérivés avancés. Je n'étais plus une voix désincarnée au téléphone. J'étais le visage de mon entreprise. J'étais Amélie Sterling, la fondatrice et PDG. Mon histoire, autrefois mon secret le plus douloureux, devint mon plus grand atout. Je n'ai pas partagé les détails sordides de la chute d'Étienne, mais j'ai parlé ouvertement de mon parcours. De femme au foyer négligée à investisseuse autodidacte. J'ai parlé du sentiment d'invisibilité, de la peur silencieuse de la dépendance financière, et du pouvoir libérateur de prendre le contrôle de son propre destin. L'histoire a trouvé un écho. Des femmes de tous horizons ont été attirées par Phoenix Conseil. Nous ne gérions pas seulement leur argent. Nous validions leurs ambitions. L'entreprise a grandi plus vite que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai fait la une de magazines économiques. J'ai été invitée à prendre la parole lors de conférences. Je ne vivais plus dans l'ombre de personne. Je projetais la mienne. Et elle était longue. Pendant cette période, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait David. Un professeur d'architecture dans une université locale. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives où j'avais surenchéri sur lui pour une rare première édition d'un livre que nous aimions tous les deux. Il n'était pas intimidé par mon succès. Il était fasciné par mon esprit. Il m'écoutait parler des tendances du marché avec la même attention ravie qu'il accordait lorsque je parlais de mon amour pour les vieux films. Il me faisait rire. D'un rire profond et sincère dont je n'avais pas réalisé à quel point il m'avait manqué. Notre relation était fondée sur le respect mutuel et une camaraderie facile. Il n'y avait pas de jeu de pouvoir. Pas de secret. Pas de reproches. C'était juste. Simple. Il m'aimait pour être Amélie Sterling. Pas pour ce que je pouvais lui apporter ou pour l'image que je lui renvoyais. Pour la première fois, je me sentais vraiment vue. Je pensais rarement à Étienne. Mon détective privé m'avait remis un rapport final sur lui. Pour clore le dossier. Il avait fait faillite.
L'entreprise avait été démantelée et ses actifs vendus pour une bouchée de pain. Principalement à moi. Sa mère, Éléonore, avait refusé de l'aider, mortifié par le scandale public et la révélation de son infertilité. Il avait tout perdu. La dernière fois que l'enquêteur avait entendu parler de lui. Il travaillait comme journalier pour une entreprise de construction, vivant dans un motel bon marché en périphérie de Paris. Son histoire était terminée. La mienne ne faisait que commencer. 1 an après avoir quitté Neuilly, je me suis retrouvée à Paris pour une conférence. Phoenix Conseil lançait un nouveau fonds. Et j'étais l'oratrice principale. L'événement fut un immense succès. La salle de bal était bondée d'investisseurs, d'entrepreneurs et de journalistes, tous écoutant mon discours sur l'avenir de l'innovation dirigée par les femmes. Debout sur cette scène, baigné dans la chaude lueur des projecteurs, je ressentis un sentiment d'accomplissement profond et paisible. J'étais exactement là où je devais être. L'après-midi suivant, j'avais quelques heures de libre avant mon vol de retour vers la Côte d'Azur. J'ai décidé de me promener. La ville était telle que je m'en souvenais, un labyrinthe animé et énergique d'acier et de verre. J'ai acheté un café et j'ai erré dans un petit parc près de mon hôtel, observant le flux de la vie citadine autour de moi. Des gens se précipitant à des réunions. Des couples riant sur des bancs. Des touristes prenant des photos. Je n'étais qu'un visage de plus dans la foule. Anonyme et libre. En quittant le parc, je me suis arrêtée à un passage pour piétons, attendant que le feu change. Une équipe de construction travaillait sur les fondations d'un nouveau gratte-ciel de l'autre côté de la rue. Le bruit des marteaux-piqueurs et des engins lourds remplissait l'air. Mon regard dériva sur les ouvriers dans leurs casques et leurs vêtements poussiéreux. Et puis, je l'ai vu. C'était Étienne. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Il était plus mince. Beaucoup plus mince. Et les costumes chers avaient été remplacés par un t-shirt taché de saleté et des bottes de travail usées. Son visage était buriné. Allé par le soleil, avec de nouvelles rides de difficulté gravées autour de ses yeux. Il transportait une lourde pièce d'échafaudage avec un autre ouvrier. Ses mouvements lents et laborieux. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air vieux. Toute l'arrogance et la confiance polie avaient été balayées, ne laissant derrière elle que la carcasse lasse d'un homme vaincu par la vie. Pendant un instant, j'ai ressenti un étrange cocktail d'émotions. Pas de la pitié. Plus maintenant. Pas de la satisfaction non plus. C'était plutôt une observation distante. Clinique. Comme regarder une photographie d'un chapitre oublié de l'histoire. Cet homme, qui avait été autrefois le centre de mon univers, était maintenant un parfait inconnu. Le feu passa au vert. Et la foule s'élança. J'hésitai une seconde. Puis commençai à traverser la rue. Mon chemin me faisant passer juste devant son chantier. Alors que j'arrivais à sa hauteur, il posa son extrémité de l'échafaudage, essuyant son front en sueur d'un revers de bras. Son regard se leva, balayant d'un air absent les piétons qui passaient. Et puis ses yeux rencontrèrent les miens. La reconnaissance se fit lentement. Puis d'un seul coup, son corps se raidit. La bouteille d'eau à moitié vide dans sa main glissa de sa prise et tomba sur le trottoir. Il se contenta de fixer, la bouche légèrement entr'ouverte, comme s'il voyait un fantôme. Un fantôme dans un manteau en cachemire magnifiquement taillé, tenant une tasse de café artisanal, l'air de posséder le monde. Ce qui, d'une certaine manière, était mon cas. Je m'arrêtai. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me prouver que je le pouvais. Qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi. Pas même le pouvoir de me faire fuir. Étienne, dis-je.
Ma voix calme et égale. Ce n'était pas une question. Amélie. Souffla-t-il. Sa voix rauque et inconnue. Il baissa les yeux sur ses propres vêtements sales. Une rougeur de honte profonde et douloureuse colorant son cou. Il sembla soudain désespéré d'être n'importe où ailleurs. « Comment vas-tu » demandai-je. C'était une question simple. Polie. Le genre que l'on pose à une ancienne connaissance que l'on croise dans la rue. Il laissa échapper un rire court et dur qui ressemblait plus à une toux. « Comment je vais » Il fit un vague geste vers le chantier. Vers sa propre apparence crasseuse. « Comme tu peux le voir. Je travaille. » « Je suis heureuse de l'entendre » dis-je. Et je le pensais. C'était mieux que l'alternative. Il me regarda alors. Me regarda vraiment. Et je vis une lueur de l'homme qu'il avait été dans ses yeux, non pas le dirigeant cruel, mais le jeune garçon ambitieux qui avait autrefois si peur de l'échec. Il vit la femme que j'étais devenue. Confiante. Sereine. Heureuse. Tout ce qu'il n'était pas. Je t'ai vu. Marmonna-t-il en regardant ses bottes. Dans un magazine. À l'aéroport. Phoenix. Conseil. C'est toi. Oui. Dis-je simplement. C'est moi. Un silence gênant et lourd tomba entre nous. Un gouffre de 20 ans. De mensonges. De trahison et d'une implosion spectaculaire qui avait changé nos vies. Que restait-il à dire ? Il leva finalement les yeux à nouveau. Rempli d'une résignation lasse. Tu as l'air bien. Amélie. Heureuse. Je le suis. Dis-je. C'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. Un autre ouvrier cria son nom de l'autre côté du site. Un cri impatient et autoritaire. La réalité s'imposant. Je dois y aller ? Balbutia-t-il, reconnaissant de l'interruption. Bien sûr. Dis-je. Je lui fis un petit signe de tête poli. Prends soin de toi. Étienne. Puis je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai pas pressé le pas. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché d'un pas régulier et assuré, me fondant à nouveau dans le flot anonyme de la ville. Je pouvais sentir ses yeux dans mon dos. Mais cela n'avait pas d'importance. Il faisait partie d'un passé que j'avais complètement et définitivement laissé derrière moi. Alors que je marchais vers l'avenir. Vers une voiture qui m'attendait pour m'emmener à un aéroport. Vers un vol qui me ramènerait à la maison auprès de David. De mon entreprise. De ma vie. Une seule pensée se cristallisa dans mon esprit. Pendant 20 ans, j'ai vécu dans son ombre. Maintenant, je projette la mienne. La véritable vengeance. Ce n'est pas de détruire la vie de quelqu'un d'autre. C'est de reconstruire la sienne. Entièrement. Et ma vie était un gratte-ciel. Renaissant de ses cendres. Bâti sur des fondations que j'avais moi-même posées. S'élevant vers un ciel sans limite. J'étais libre.